Deuxième partie du cours sur le travail, donc le grand 2, son titre est Le travail comme dénaturation de l'homme, comme déshumanisation, comme aliénation. Tous ces termes seront justifiés au fur et à mesure. Alors, dans le grand A, je vais m'appuyer sur des repères historiques ou littéraires assez simples. Pour ce qui est des repères littéraires qui montrent le travail sous une perspective menaçante, sous une perspective de gagne-pain, de moyens de survivre, euh, dans lequel l'homme consume une partie immense de son temps. Euh, il ne reste plus rien d'ailleurs, plus de temps pour autre chose, si ce n'est dormir. Vous connaissez donc bien sûr l'œuvre de Zola. On peut prendre par exemple L'Entier qui répare des toits qui tombent, qui boitent, et comme il n'y a pas de droit du travail et pas de conditions, pas de droit du coup, eh bien c'est un homme qui va dégringoler socialement. Euh, Gervaise, ressemble un petit peu au tableau de Degas, de cette repasseuse qui est qui croule sur le travail et qui elle aussi a pris dans les tenailles d'une misère, sombre dans l'alcoolisme. Et il y a aussi des portraits de Zola. Je vais lire un texte très court dans le Germinal, où on voit la façon totalement inhumaine, bestiale de produire. Donc Germinal, première partie à la fin du chapitre 4. Catherine et Étienne se hâtèrent de remplir leurs berlines. C'est des petites machines. Leurs berlines et les poussèrent sur le plan incliné, l'échine raidie, rampant sous le toit bossuet de la voie. Dès le second voyage, la sueur les inondait, et leurs os craquaient de nouveau dans la taille. Le travail des haveurs avait repris. Souvent, ils abrégeaient le déjeuner pour ne pas se refroidir, et leurs briquets, mangés aussi loin du soleil, avec une voracité muette, leur chargeait de plomb l'estomac. Allongés sur le flanc, ils tapaient plus fort, ils n'avaient que l'idée fixe de compléter un grand nombre de berlines. Tous disparaissaient dans cette rage du gain disputé si durement. Ils cessaient de sentir l'eau qui ruisselait et enflammait leurs membres, les crampes des attitudes forcées, l'étouffement des ténèbres, où ils blêmissaient ainsi que des plantes mises en cave. Pourtant, à mesure que la journée s'avançait, l'air s'empoisonnait davantage, se chauffait de la lumière des lampes, de la pestilence des haleines, de l'asphyxie du grisou, gênant sur les yeux comme des toiles d'araignée, et que devait seul balayer l'aérage de la nuit. Eux, au fond de leurs trous de taupe, sous le toit de la terre, n'ayant plus de souffle dans leurs poitrines embrasées, tapaient toujours. Évidemment, donc, ce texte se passe de commentaires. Pour ce qui est des références en film, évidemment, il y a le magnifique film de Chaplin, Les temps modernes, où l'homme ne fait que serrer des boulons et devient lui-même euh, être de chair et d'esprit, il devient le rouage de la machine. On a aussi Métropolis, où une sorte de monstre machine de Fritz Lang dévore les hommes et les recrache, donc c'est une sorte de métaphore. On peut aussi, plus près de nous, songer aux films d'anticipation où, au contraire, on a un système capitaliste qui a remplacé les hommes par des machines, mais sans avoir permis à ces hommes-là de vivre dignement. Donc on se bat, on se tuerait pour avoir un travail. Quant au... Il y a plein d'autres sources. Hein. Quant aux repères, cette fois-ci historiques, il faut avoir à l'esprit plusieurs choses. On peut se dire que, pour aller vite,
Dans les sociétés d'Antiquité, les rapports de domination de la production, autour du travail, convoquaient la figure de l'esclave et de son maître. Pour ce qui est du Moyen Âge ou des sociétés féodales, eh bien, le seigneur qui possède les terres peut récolter les fruits du travail. Quant aux hommes, ils sont finalement, ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, et le Seigneur a un droit de protection à leur égard. Il ne s'agit peut-être pas à ce niveau-là d'un travail aliéné tel qu'il se dessine plutôt avec l'ouvrier des révolutions industrielles, mais on peut voir une sorte de schéma, une sorte de constante, un schéma répétitif des rapports de domination. Ensuite, je le disais, la figure de l'ouvrier et du patron, je précise que ce rapport-là de domination, il prend tout son sens dans le cadre d'un capitalisme très particulier, donc on verra ça dans le grand B. Donc ça c'est un petit repère, mais je crois qu'il est incontournable plus près de nous d'avoir à l'esprit les révolutions industrielles, et parce qu'elles vont avoir un impact fondamental sur le travail. Je l'avais dit en introduction, on ne peut pas raisonner sérieusement sur le travail en dissociant cette notion de la notion de technique, qu'il s'agisse d'un outil ou de machine-outil ou de chaîne de production. Travailler requiert des techniques. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les révolutions industrielles ? Eh bien, c'est une modification très particulière du travail. On peut, pour la première révolution industrielle, préciser qu'elle a démarré à la fin du XVIIIe siècle au Royaume-Uni, donc nation de pointe, avec l'extraction massive de charbon qui favorise l'invention de la première machine à vapeur, qui vont faire émerger de nouvelles industries, notamment textiles, donc l'Angleterre, fleuron de l'industrie. Et on peut considérer que dès 1800, il y a de nouveaux brevets qui vont mener à la commercialisation des machines, notamment machines à coudre, puis en France aussi, au Royaume-Uni, menaçant sans doute les artisans de la soie et du textile. Il y a eu des révoltes à Lyon des ouvriers de la soie qui avaient très très peur à propos de ces machines, et qui remettaient en question leur propre spécificité. Et puis on peut considérer aussi que le travail de la forge va progresser, il y a de nouveaux métaux qui apparaissent, et donc l'industrie métallurgique, puis la sidérurgie, qui favorise, on le sait, la construction de ponts, et également, au milieu du 19e, le développement du chemin de fer qu'on voit dans tous les tableaux de Monet. Et on peut considérer que les descriptions de Zola, de la naissance des grands magasins comme la description des mines, date de de la fin de la première révolution industrielle. Quant à et dernier repère, on peut considérer que l'économiste qui a été non seulement témoin, mais théoricien de cette première révolution industrielle et de l'impact très particulier qu'elle aura sur l'organisation du travail, sur la nature même du travail, c'est Adam Smith qui va décrire la division technique d'une fabrique, hein, un grand atelier, et par exemple
Le cas d'école, c'est la manufacture d'épingles, dans laquelle les 20 opérations nécessaires à la fabrication d'une épingle vont être attribuées à 20 ouvriers différents. Chaque ouvrier va répéter la même opération des centaines ou des milliers de fois par jour. Évidemment, les révolutions industrielles, on peut dire qu'elles sont à la fois l'avènement, le développement de la raison, de la rationalité. Je vous rappelle que la raison, ça veut dire évidemment l'intelligence et le langage, mais c'est aussi le calcul. Il y a une rationalisation du travail, une façon de calculer la meilleure façon de produire, euh, plus, et on le verra à moindre coût. Et évidemment, toute réflexion sur le travail, c'est le fait de savoir s'il a un sens, s'il est humain, s'il permet aux hommes de développer leur autonomie, leur intelligence. Toute réflexion de ce type doit toujours garder à l'esprit des repères historiques et doit garder en tête aussi les grilles d'explication émanant des sciences sociales et en l'occurrence économiques, Adam Smith. Donc le premier a montré concrètement dans cette fabrique d'épingles comment la production devient de plus en plus rationnelle, puisqu'on va réunir des tas de spécialités d'hommes ayant chacun leur spécialité. On a vu, il y a 25 gestes, 20 opérations pour faire une épingle. Et cette rationalité-là, peut-être qu'elle va générer quelque chose qui est déraisonnable. Donc ce ne sont pas de termes équivalents. Donc après, j'ai dit qu'on peut, on a parlé de la première révolution industrielle. La seconde révolution industrielle, donc c'est plutôt la fin du 19e siècle, entre 1890 et 1910, en Allemagne. Vous connaissez sans doute les usines Krupp, et bien sûr sur la côte est des États-Unis. Eh bien, donc c'est les domaines de la prédilection de l'industrie automobile. Eh bien, va se développer donc une nouvelle rationalisation du travail. Et tout le monde aussi connaît le Fordisme. Il faut savoir que Ford a écrit en 1912 un ouvrage qui s'appelle L'organisation scientifique du travail, dans lequel il montre comment, par cette fois-ci un travail à la chaîne, on peut rentabiliser le plus une production et augmenter des gains. Mais on sait également en quoi cette deuxième révolution industrielle et ce Fordisme, plus tard le Taylorisme dans les années 50, est porteur d'un progrès très très ambivalent lorsqu'il s'agit pour l'homme de vivre le travail. Dans cette deuxième révolution industrielle, il y a une extraction du pétrole, intervention de l'électricité qui permettent d'adapter les matériaux en vogue, acier, aluminium, à des industries de pointe. Donc je le disais, l'automobile explose. Quant à la troisième révolution industrielle, bon, je ne vais pas le traiter, c'est plutôt dans les années 70 et 2000. Alors, donc assez vite, on peut considérer que dans le cadre de cette deuxième révolution industrielle, donc vraiment le 19e siècle, c'est le développement du machinisme qui, je l'ai dit, va bouleverser la situation des travailleurs. Et c'est la division, il y a un type de division technique du travail qui attaque à la racine le travail humain, car elle n'a plus pour principe la diversité des métiers qualifiés, mais
parce que dans la fabrique décrite par Adam Smith, dans la même fabrique, on a des tas d'hommes qui ont chacun une culture de métier, un corps de métier, et chacun va pouvoir accomplir une des étapes. Tandis que avec l'OST, l'Organisation scientifique du travail, donc Ford puis Taylor, eh bien, c'est, comment dirais-je, on prend appui sur les opérations de la machine elle-même. En réalité, c'est la machine elle-même qui va motiver l'organisation de la production. En gros, il s'agit d'une automatisation du travail qui ne va pas laisser à l'ouvrier une marge d'initiative, qui ne va pas lui permettre de développer ses compétences particulières. Il est au contraire soumis à un rythme assez puissant de la machine. Tout ce qu'il fait est encadré par la machine et il le fait de manière répétitive. On a souvent attribué à l'invention de la machine à vapeur et à son exploitation industrielle un rôle décisif dans la mutation que subit le travail humain au XIXe siècle, mais on va le voir un peu plus en détail au grand 2, mais j'en délivre un moment dans le grand B, j'en délivre un aspect ici. L'analyse de Marx, dans le Capital, écrit en 1861, rectifie une telle façon de voir. Pourquoi ? Parce que si la machine à vapeur a bien joué un rôle historique dans la transformation du travail et du ressenti, du vécu qu'en a l'être humain, elle n'a pu le jouer que comme moteur des nouvelles machines, des machines-outils. Ce sont plutôt les machines-outils qui vont révolutionner l'industrie et pas la machine à vapeur qui, d'une certaine manière, demandait l'intervention de l'homme. Donc celle-ci est un moteur très puissant et indépendant des circonstances locales, vent et eau, mais elle ne modifie pas radicalement le travail des hommes. C'est la machine-outil qui attaque à la racine le travail de l'ouvrier. C'est une machine qui est porteuse d'outils. Pensez aux scènes des temps modernes. C'est une machine donc porteuse d'outils. Elle effectue elle-même le travail qui revenait à l'ouvrier. Et d'une certaine manière, elle lui laisse à cet homme-là, à cet ouvrier, la part du travail la plus inintéressante, la moins qualifiée, la moins porteuse de sens. La division technique telle dans la fabrique décrite par Adam Smith, eh bien, elle prenait en considération les hommes et leurs capacités. Tandis que dans l'organisation de ces grandes chaînes de production, on prend en considération la machine elle-même et en premier lieu. Donc nous allons examiner en quoi, et grâce à la fois à Hegel et à Marx dans le grand B, en quoi la révolution industrielle, mais l'organisation du travail qui en découle, sécrètent toute une pathologie industrielle, un travail où s'abat la plus implacable exploitation de l'homme par l'homme, un travail où, au lieu de se réaliser et d'affirmer son humanité, l'homme se mutile et se détruit. Et évidemment, on va regarder ici la lecture qu'apporte Karl Marx de cette activité humaine.